Très bien, je propose qu'on démarre. Nous sommes assez nombreux, ce qui prouve que le sujet de la motivation est un sujet qui présente un certain intérêt. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire. Je sais qu'il y a parmi vous plusieurs conseillers CISEM et je vous envoie mon amical bonjour. Voilà. Alors notre webinaire va durer à peu près 1 heure. J'ai prévu qu'on structure notre temps de la façon suivante. Une partie quand même conséquente, qu'est-ce que le CISEM, puisqu'on va voyager au cœur même de la motivation. En quoi c'est différent? C'est intéressant aussi de voir les spécificités de notre approche, à quoi ça sert, et puis aussi pour ceux que ça intéresse, comment se former. On gardera un temps pour les questions et les réponses. Manifestement, je pense qu'il devrait y en avoir. Alors, à la question qu'est-ce que le CISEM, en fait, on peut répondre assez simplement que le CISEM est un modèle de la motivation. Ce qui mérite d'être explicité, j'ai souligné les deux termes modèle et motivation. Quand on parle de modèle, en fait, on fait référence à une maquette, à une reproduction qui a pour vocation de décrire la réalité ou un phénomène. Les sciences dures utilisent de nombreux modèles. Par exemple, dans le champ des mathématiques, si vous voulez calculer la circonférence d'un cercle, vous pouvez appliquer la formule C égale 3,14 multiplié par D dans le cas présent. Donc la circonférence du cercle est égale à 3,14 égale pi multiplié par le diamètre du cercle. Dans le domaine, par exemple, de la météorologie, les spécialistes utilisent également des modèles qui leur permettent de prédire le temps qu'il va faire. Donc la fiabilité d'un modèle est d'autant plus importante que les prédictions se confirment dans la réalité. Si vous mesurez la circonférence du cercle avec un mètre ruban, normalement, le résultat de l'équation doit être le même que le résultat de la mesure. Alors, le CISEM, en réalité, est un modèle qui décrit comment nous nous y prenons pour nous motiver. Comme tout modèle, il est basé sur l'observation, en l'occurrence, l'observation de personnes qui s'épanouissent dans leurs activités, que ce soit dans le champ du travail ou d'une manière plus générale dans leurs activités personnelles, ça peut être sportive, associative, et donc dans tous les domaines où elles trouvent la possibilité de s'y épanouir. Alors, puisqu'on parle de motivation, c'est un domaine assez large et ça mérite quand même de préciser un petit peu de quoi nous parlons. Pour cela, je vous propose d'utiliser la façon dont Ryan et Deci, qui sont deux psychologues américains, ont structuré cette question-là. En fait, ils ont fait 2 colonnes en considérant que la motivation pouvait prendre 2 formes. En l'occurrence, les facteurs de type extrinsèque et les motivations des facteurs de type intrinsèque. Alors, quand nous parlons de motivation de type extrinsèque, on fait référence à cette partie de la motivation qui dépend d'une récompense. C'est-à-dire que ce qui justifie l'engagement dans une activité, c'est l'espérance d'un gain. Par exemple, de acheter le 3e gratuit, ou acheter un ticket de loto, ou décrocher le bac avec une mention, sont des activités qui peuvent être motivantes parce que la personne espère du coup soit décrocher, gagner la cagnotte ou la mention. Alors c'est le principe des récompenses de la carotte, d'une certaine manière, on actionne la carotte pour pouvoir justifier la motivation. C'est du type, par exemple, tu auras un smartphone si tu as 15 de moyenne en maths. Alors, on comprend bien, évidemment, que ce type de levier présente beaucoup d'avantages et d'intérêts, évidemment. Dans le champ du travail, ça va être, par exemple, la rémunération, les évolutions de carrière, le statut, les signes de reconnaissance. Le seul problème avec ce type de motivation, c'est que c'est assez éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le smartphone, c'est pas pour autant que je suis passionné par les maths. Et donc, du coup, nous pouvons nous intéresser aux motivations de type intrinsèque qui fonctionnent sur un principe différent, puisque l'activité en soi est motivante. Alors, c'est possible que j'adore les maths, auquel cas, si le fait de faire des exercices de mathématiques en soi est motivant. Donc, quand on parle de motivation de type intrinsèque, ça signifie que l'activité en soi est une récompense. Par exemple, un resto entre amis, ou décorer sa maison, ou participer à un stage de développement personnel, peuvent en soi
constituer un intérêt et en soi être motivant. Et on voit bien que le principe est différent parce que en pratiquant l'activité, on entretient la motivation. Et donc, du coup, on est sur un schéma de motivation beaucoup plus durable. Et c'est évidemment sur ce champ-là que nous allons nous positionner. Les motivations de type extrinsèque sont intéressantes et puissantes. Le seul problème, c'est que ça ne dépend pas que de la personne. Et surtout, c'est que la motivation ne dure pas. On a besoin en permanence de réinjecter des récompenses pour pouvoir susciter un engagement. Alors, du coup, c'est intéressant de se poser la question, quels sont les ingrédients d'une motivation de type intrinsèque? Et là, on va voir qu'il y a deux éléments importants qui sont différents, mais en même temps indispensables. Le premier élément, le premier ingrédient d'une motivation de type intrinsèque, c'est le sens. C'est-à-dire qu'il vous faut une bonne raison, de nous engager. Si il n'y a pas de sens, pourquoi donc s'engager dans une activité? Et derrière le sens, on va mettre deux choses principalement, c'est la finalité, le but poursuivi, une bonne raison d'agir, mais aussi l'importance qu'on accorde à ce qu'on fait. Par exemple, suivre un régime alimentaire peut avoir du sens à partir du moment où on veut garder la ligne, voire perdre du poids. Pratiquer une activité physique, en soi, est une activité qui a du sens à partir du moment où on veut vivre en bonne santé. Mettre de l'argent de côté est une activité qui a du sens à partir du moment où on veut satisfaire une valeur de sécurité. Donc on voit bien que le sens est le premier pas, la condition sine qua non, on va dire, pour s'engager dans une activité et s'y engager avec énergie, on va dire. Mais ça ne suffit pas toujours. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens quand mon fils avait 6 ans, quand il est entré au CP avec sa maman, le soir, alternativement, donc, on se consacrait aux devoirs et aux leçons. C'est-à-dire qu'on lui faisait réciter ses leçons, puis on l'aidait à faire ses devoirs. C'est une activité qui avait beaucoup de sens pour nous. Et nous faisions du mieux que nous pouvions. Mais je dois reconnaître que j'étais quand même assez satisfait quand il a pu se débrouiller tout seul. Et donc, du coup, que je n'étais plus obligé de consacrer du temps à ça. Parce qu'en réalité, j'aurais préféré aller jouer au foot avec lui. C'est une activité qui avait autant de sens pour moi, mais qui présentait un deuxième avantage, c'est qu'elle me procurait du plaisir. Et là, on voit bien que la deuxième dimension complète la première. C'est-à-dire, est-ce que le fait de pratiquer l'activité en soi est stimulante? Est-ce qu'elle est source de plaisir, de satisfaction? Est-ce que j'y trouve un intérêt? Par exemple, les activités que vous avez sous les yeux ici, comme l'œnologie ou la gastronomie, sont des activités dans lesquelles à la fois il y a du sens et également du plaisir. On peut trouver du sens à jardiner ou à décorer sa maison et en même temps y prendre plaisir. Tout comme un voyage de découverte est une source de plaisir et en même temps, ça peut avoir du sens. Donc, ces deux composantes sont très importantes parce que c'est ça qui va susciter l'engagement durable. Et donc, je me méfie aussi, nous nous méfions souvent des orientations qui sont basées uniquement sur le sens, c'est-à-dire des métiers qui sont portés principalement par des valeurs. On trouve ça, par exemple, dans les métiers de service ou de l'éducation ou de la santé, par exemple. Parce que si la personne ne base son engagement uniquement sur le sens, sans qu'il y ait du plaisir, alors au bout d'un moment, elle peut du coup se décourager, se fatiguer et se lasser. On voit ça régulièrement dans ce type de métier où les gens finissent par jeter l'éponge parce que soit ils ont, dans ce qu'ils vivent, des situations qui contredisent un petit peu leurs valeurs ou qui leur donnent le sentiment que leur valeur n'est pas totalement respectée, mais surtout c'est qu'il manque cette dimension principale qui est le plaisir. À l'inverse, le plaisir sans le sens ne suffit pas. Par exemple, passer une soirée tranquille à la maison devant la télévision peut être une source de plaisir. Déguster un carré de chocolat est une source de plaisir. Ou prendre un bon bain relaxant après une bonne journée de travail peut être une source de plaisir.
mais ça n'est pas pour autant que ça suscite une implication dans l'activité. Donc on voit bien ici que les deux dimensions sont très importantes, en tout cas sont différentes et en même temps importantes. Et c'est là que le SISEM intervient. C'est-à-dire que pour nous, dès qu'une activité à la fois a du sens et que nous nous y engageons avec plaisir, alors à ce moment-là, on va considérer que nous alimentons un moteur. Alors ce terme est un terme consacré. Quand on parle de moteur, en fait, on va parler d'une source d'énergie qui nous fait vibrer. Et le SISEM va aboutir à, donc, est une méthode qui va nous permettre de mettre en évidence nos moteurs au travail et dans la vie. Puisqu'on parlait de modèle tout à l'heure, là vous avez sous les yeux le modèle avec lequel nous travaillons. Donc vous pouvez voir autour de ce modèle 6 verbes qui sont 6 moteurs, 6 sources de plaisir et de sens que nous activons en permanence. En réalité, chacun de ces moteurs se manifeste par des vibrations, des émotions qui sont plaisantes et ressourçantes et que nous cherchons à reproduire régulièrement. Alors on peut comparer nos moteurs un peu à une boîte de vitesse. Dans une boîte de vitesse, il y a toutes les vitesses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la première, la deuxième, la troisième vitesse, la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la 6e vitesse si vous avez une boîte 6 vitesses. Donc, le SISEM, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que nous pouvons activer, et nous avons plaisir à activer nos 6 moteurs régulièrement. Et peut-être depuis que vous êtes debout ce matin, avez-vous déjà fait l'expérience au moins une fois, voire plusieurs fois de chacun de ces moteurs. Mais un peu comme une boîte de vitesse, finalement, nous avons nos préférences. Par exemple, quand je démarre ma voiture, quand je prends le volant, pour pouvoir lancer la voiture, je vais passer la première. Et puis ensuite, je passerai la seconde, et puis ensuite, je passerai la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que si je suis sur l'autoroute, passer la 5e ou la 6e. Et cette métaphore pour simplement indiquer que certains de nos moteurs ont plus de puissance que d'autres. Ce sont les moteurs qui sont plus stimulants pour nous, sont davantage source de plaisir et de sens, et nous allons nous employer dans notre vie, au travail et dans tous les jours à activer nos principaux moteurs dans cet ordre-là. Et tout le sens d'un accompagnement SISEM, justement, va être d'aider notre client à identifier quels sont ses principaux moteurs. Autrement dit, quelle est sa stratégie de motivation. Comment va-t-il s'y prendre pour alimenter chacun de ces moteurs dans l'ordre qui lui convient. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas câblés sur un seul ou sur 2 moteurs, mais que nous avons une gamme large d'activités qui nous permet d'alimenter l'ensemble de nos moteurs, avec l'idée cependant que certains moteurs ont notre préférence. Alors, peut-être on peut zoomer sur un moteur en particulier, par exemple le moteur créé, parce qu'il illustre assez bien un certain nombre de phénomènes. Alors, créé, comme chacun des moteurs, en réalité, est structuré d'une manière particulière. C'est-à-dire que, vous avez ici la slide qui vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous voyez au centre de la page le terme changer. Ça veut dire que le ressort qui actionne le moteur créé, c'est le plaisir de changer, c'est-à-dire d'apporter une modification à l'existant. Et donc, du coup, ça part du principe, dans l'esprit de la personne qui actionne ce moteur, que si j'apporte un changement, c'est pour un mieux. Et du reste, c'est quand les choses sont un peu figées que ça devient fatigant et que ça me prend de l'énergie. C'est un moteur que nous activons très tôt dans notre existence, notamment quand nous sommes enfants. Les jeux créatifs, les histoires, etc., nous font voyager d'une certaine manière dans notre imaginaire. Et on voit bien ici que créer est directement connecté au plaisir de stimuler notre imagination. Alors, vous avez, sous le terme changer, 3 termes, faire autrement, innover et soigner l'esthétique, qui sont 3 modalités par lesquelles nous pouvons alimenter ce moteur. Et ces 3 modalités donnent des indications assez intéressantes sur la façon dont je m'y prends, moi, pour alimenter ce moteur. Faire autrement repose sur l'idée, sur le plaisir de mettre sa touche personnelle.
Par exemple, si je distribue une recette de cuisine à chacun d'entre vous, il est fort probable que certains vont prendre plaisir à interpréter la recette et y ajouter leur touche personnelle. Ça peut être dans la façon de confectionner le plat, mais peut-être tout simplement aussi dans la façon de le présenter. Autrement dit, si créer pour moi se manifeste de cette façon-là, je vais préférer la partie de mes activités qui me laisse une marge d'interprétation, c'est-à-dire la possibilité d'adapter ce que je fais en fonction du contexte. On voit bien ici que ça sera plus difficile pour la personne d'opérer dans un milieu qui est fortement contraint par des règles assez explicites et de quoi il est difficile de sortir. La deuxième modalité, c'est innover. Alors, innover comprend différents aspects. Un des premiers aspects, c'est de regarder la réalité autrement qu'elle n'est. On voit bien ça dans l'activité de la décoration, quand nous détournons les objets de leur destination première. Par exemple, avec une cafetière, on peut faire un vase. Ou avec une roue de vélo, on peut faire un lustre. Et on voit bien ici le plaisir d'apporter un changement par rapport à la réalité. Dans le champ du travail, c'est souvent le plaisir de remettre en question l'existant, de regarder les choses sous un angle nouveau, différent, qui amène à envisager la situation sous des perspectives différentes. Dans innover, il y a aussi l'idée et le plaisir de changer chaque fois quelque chose. Par exemple, si vous aimez cuisiner, puisqu'on avait pris ce thème-là, eh bien, le même plat, vous prendrez plaisir à le faire à chaque fois d'une manière différente, c'est-à-dire d'introduire une petite modification, quelque chose qui, du coup, va faire qu'à chaque fois, le plat prendra une saveur différente ou sera présenté de manière différente. Autrement dit, jamais 2 fois de suite de la même manière. Et enfin, la troisième modalité, c'est soigner l'esthétique. Là, ça manifeste un intérêt pour le beau. C'est-à-dire que c'est, par exemple, j'aime être entouré de beaux objets ou évoluer dans un cadre esthétique. Et donc, ça va se manifester aussi dans le plaisir de faire de belles choses. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, puisque c'était ça dont nous parlions, eh bien, ça peut se traduire par le fait de dresser l'assiette, de faire une jolie assiette, la possibilité aussi, le plaisir de présenter cette belle assiette sur une belle table. Là, on verra ici que c'est plutôt sur le plan visuel, mais ça peut être aussi le plaisir sur le plan auditif, le plaisir de jouer avec les mots ou la mélodie des sons, la musique, par exemple, est un bon moyen d'alimenter ce moteur-là au travers donc justement de ce plaisir de l'esthétique. On peut voir même d'une manière un peu plus large l'élégance d'un raisonnement, c'est-à-dire le fait de développer une idée qui, en étant élégante, se connecte à cette idée d'esthétique. Donc on voit bien que c'est assez large, mais dans tous les cas, on est dans ce plaisir d'apporter sa touche personnelle, de faire autrement, d'apporter un changement qui pourra mieux. Alors, j'ai pris ce moteur-là parce qu'il est souvent source de découverte, de révélation pour nos clients. Parce qu'il met en évidence la différence qui existe entre les compétences et les motivations. En fait, il faut faire très attention parce que si on y prend garde, et notamment sur ce champ-là, beaucoup de nos clients estiment que n'étant pas créatifs, c'est difficile pour eux d'alimenter ce moteur. Autrement dit, si je ne suis pas créatif, je ne vois pas comment je pourrais avoir le moteur. En réalité, c'est totalement faux. Si vous ne savez pas dessiner, ça ne signifie pas que vous n'aimez pas dessiner. Et donc, de la même manière, dans de nombreuses activités, le fait de ne pas avoir la compétence ne signifie pas qu'on n'ait pas la motivation. Par exemple, si je ne sais pas cuisiner, ça ne signifie pas que je n'aime pas bien manger. Et si je ne sais pas jouer d'un instrument, ça ne signifie pas pour autant que je n'aime pas la musique. Donc on voit bien que le fait de ne pas avoir la compétence ne signifie pas qu'on n'ait pas le moteur. Et souvent, la croyance étant, notamment pour ce moteur-là, que la personne ne s'estimant pas suffisamment créative, alors, du coup, ça signifie qu'elle n'a pas le moteur. À l'inverse, on peut avoir le cas de figure qui consiste à avoir les compétences, mais ça ne signifie
pas que nous ayons la motivation. Par exemple, si je suis un très bon conducteur, si je suis un bon conducteur, ça ne signifie pas pour autant que j'aime conduire. Et donc, parfois, les gens nous avons développé des compétences et ça nous procure des signes de reconnaissance, des applaudissements, etc., qui laissent à penser qui peuvent nous laisser à croire que nous avons un plaisir à pratiquer cette activité. On voit ça dans un certain nombre de métiers, je pense en particulier aux métiers d'art, comme la joaillerie, par exemple, ou la restauration de meubles anciens, où le côté esthétique, par exemple, ou faire autrement, est un critère, est une compétence pour certains professionnels, mais pas forcément une source de motivation. C'est-à-dire que ça fait partie des règles du métier que de fabriquer un produit ou de le présenter d'une manière qui est esthétique. Donc, dans ce cas-là, c'est une compétence, mais ça ne signifie pas pour autant que c'est un moteur. Et à chaque fois, il faudra faire bien attention dans l'accompagnement de faire la distinction entre ce qui est du champ des compétences et ce qui est du champ de la motivation. Si on prend d'autres moteurs, hein, on a parlé tout à l'heure, oui, effectivement, on a ici quelques slides qui illustrent hein, les différentes possibilités d'alimenter ce moteur créé. Je vois en particulier les jardinières, là, les bottes, c'est pas fait a priori pour faire une jardinière. Bon, ici, on voit bien hein, le plaisir de faire autrement ou d'innover tout simplement. Au centre, cette image, on voit cette jeune femme qui pose une feuille de menthe hein, je pense que c'est un gâteau. Donc là, on retrouve le plaisir de l'esthétique. Et puis en haut à gauche, à nouveau, détourner les objets, puisque avec des palettes, en l'occurrence, on a fait un range-vélo. Et donc, ça montre bien qu'il n'est pas nécessaire d'être forcément très créatif. Le côté astucieux, débrouillard est un moyen aussi d'alimenter ce moteur. Alors, si on revient donc à notre modèle, je faisais la distinction tout à l'heure juste un instant, entre les compétences et les motivations. Et pour chaque moteur, ça va être intéressant d'aider notre client ou la personne que nous accompagnons à bien comprendre la différence. Par exemple, sur le moteur construire qui est actionné par le ressort, le plaisir de maîtriser le processus pour obtenir un résultat, souvent ça s'accompagne de compétences d'organisation, de méthode, de rigueur, etc., qui font que la personne obtient des résultats. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en soi, c'est une source de motivation? Est-ce que c'est ça qui me donne envie de me lever le matin? Et on se rend compte que bien souvent, le système, l'éducation, la vie au travail encourage certains comportements qui aident les gens à développer des compétences, mais qui ne constituent pas pour autant des motivations. Et donc, pour chaque moteur, on va pouvoir faire de même. Alors, si on veut aller assez vite, on vient de parler du moteur créer, on vient de parler du moteur construire. Le moteur explorer, lui, est sous-tendu par le plaisir d'en savoir plus, pour comprendre. Et donc, du coup, au travers de modalités comme expérimenter, découvrir, suivre la piste, mener l'enquête, le moteur accompagné, lui, est sous-tendu par le plaisir d'être proche de l'autre, qui se traduit dans des modalités comme protéger, par exemple, ou travailler en équipe, ou assurer du bien-être aux autres, enfin, on va dire à ce moment-là, prendre soin de l'autre. Le moteur rencontré, lui, est actionné par le ressort, le plaisir d'être en contact avec l'autre, c'est-à-dire de s'enrichir de la différence de l'autre au travers de modalités comme échanger, comme être connecté, par exemple. Et chaque moteur va ainsi pouvoir se décliner au travers de différentes modalités, l'idée étant de repérer celles par lesquelles j'alimente mon moteur. Voilà. Alors là, vous avez, quand on parle du CISEM, on fait référence justement à ce modèle que vous avez sous les yeux. Et tout le sens d'un accompagnement en CISEM va être d'identifier nos principaux moteurs, nos sources de plaisir et de sens, ce qui nous anime au fond de nous-mêmes et que nous pouvons, du coup, et la façon dont nous pouvons l'alimenter. Alors évidemment, on va trouver de nombreux exemples de situations où nous alimentons nos moteurs. En dehors, notamment, enfin en tout cas dans un accompagnement CISEM, on va souvent travailler dans des activités extra-professionnelles. Le champ des hobbies et des loisirs constitue un terrain tout à fait intéressant d'exploration, puisque là, la plupart du temps, si je m'adonne à un loisir,
ou si dans mes hobbies j'ai telle activité, c'est rarement pour obtenir une récompense sous quelque forme que ce soit, mais tout simplement parce que ça me plaît. Ce faisant, on va pouvoir découvrir quels sont les leviers de motivation intrinsèque, autrement dit, quels sont les moteurs que la personne actionne. Ça lui permet de prendre conscience de la différence justement entre les compétences et les motivations et de prolonger cette réflexion au plan professionnel. Et de vérifier du coup comment elle peut ou pas alimenter ces moteurs dans sa vie au travail. Et du coup, d'en tirer les conséquences. On voit bien d'ailleurs le lien qu'on peut faire entre les moteurs et la réalisation du potentiel. Parce qu'il est probable, évidemment, que plus nous aimons ce que nous faisons, plus nous essayons de nous y améliorer. Autrement dit, le sixième répond aussi à la question comment réaliser son potentiel. C'est-à-dire que j'ai envie d'être bon, là, c'est plus facile d'être bon dans quelque chose que nous aimons. Ça paraît assez évident. Et la réponse du sixième, c'est justement en cultivant des talents qui alimentent nos moteurs principaux. Alors, quand on parle de talent, on va faire référence à ce petit plus dans quoi j'ai envie d'être bon. C'est-à-dire cette façon de m'y prendre qui me caractérise et ce dans quoi, justement, ce que j'ai envie de développer. C'est ma signature, d'une certaine manière. Quand un Espagnol, en Espagne, on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On lui pose la question. La traduction, c'est « À qué te dédicaces ?» Et « À qué te dédicaces ?» je trouve que c'est intéressant comme formulation parce que ça apporte en soi l'idée « À quoi tu te dédies ?» À quoi tu dédies tes talents. Eh bien, on va aborder la question du talent de cette manière-là. C'est-à-dire, un talent peut être tout à fait latent. C'est un potentiel jusqu'à ce qu'il soit manifesté et soit avéré. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser ces talents? Eh bien, dans notre approche, on va considérer que quand nous associons un moteur avec un autre, quand nous associons deux moteurs, ça porte en soi le germe d'un talent. Et du coup, nous avons 15 combinaisons possibles, c'est-à-dire que le sixième propose 15 talents, c'est-à-dire 15 gammes d'activités dans lesquelles nous pouvons alimenter nos principaux moteurs. On voit bien ici l'importance d'identifier les deux premiers moteurs dans tout accompagnement sixième, puisque du coup, ça permet de révéler quels sont les talents le talent de la personne, c'est-à-dire ce qui donne du sens à ce qu'elle fait, ce qui lui donne envie de s'améliorer, parce que ça lui donne un sentiment de croissance personnelle, c'est-à-dire de développement et de réalisation de son potentiel. Alors vous avez sous les yeux ici l'ensemble des talents qui organisent que le sixième met au jour. On peut prendre un exemple. Si on associe construire et accompagner, ça nous donne faciliter la vie. Alors, faciliter la vie, c'est un ensemble d'activités qui sont très directement liées au service, on va dire. Si on prend la définition de faciliter la vie, vous aimez simplifier la tâche, alléger les contraintes, faire gagner du temps pour rendre l'existence plus commode. Le cas échéant, créer les conditions qui permettent d'être pleinement efficace. On voit bien que l'accent est mis ici sur le plaisir de rendre un service utile aux autres. Alors, ça peut se manifester de différentes manières. C'est-à-dire que vous aimez, par exemple, si vous êtes manager, faire en sorte que vos collaborateurs aient tout à leur disposition le matériel, les bonnes informations, l'organisation qui leur permet d'être pleinement efficace. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes assistante, trouver du plaisir à faire en sorte que vos collègues, que votre manager, par exemple, puissent travailler dans de bonnes conditions parce que vous avez organisé les choses de telle manière à ce qu'il n'ait pas à se préoccuper de telle ou telle contrainte, parce que vous avez fait le nécessaire pour que les choses se passent bien. On peut imaginer qu'un directeur général ou quelqu'un qui soit haut placé dans la hiérarchie, on pourrait prendre par exemple le président de la République, on parle beaucoup de lui actuellement, eh bien, et dans son profil de motivation, faciliter la vie. On peut imaginer du coup que dans ce cas-là, sa politique, ses préoccupations seront très axées sur les conditions de vie de ses concitoyens, la façon dont les gens peuvent accéder à un certain nombre de services, par exemple, et qui font que d'un coup, ils ont une vie plus facile, plus agréable. Bon. Donc on voit bien que le talent est déconnecté en réalité de la position qu'on occupe dans la hiérarchie ou même dans l'organisation, puisque c'est en réalité ma signature, c'est ce petit plus que j'apporte, c'est ce par quoi
j'ai le sentiment de me réaliser et dans quoi j'ai envie d'être bon. Et donc, du coup, quand on identifie le talent d'une personne, ça donne du sens à son engagement. C'est-à-dire que le même talent, d'ailleurs, peut être activé dans de nombreuses activités. Et c'est là, je pense, un des avantages du CISEM, c'est-à-dire qu'il va ouvrir une gamme de possibilités, parce que, par exemple, ici, dans Faciliter la vie, il y a de multiples façons de faciliter la vie. Dans de nombreux métiers, c'est possible, et dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, on n'est pas dans une démarche qui consiste à partir d'un référentiel de métier ou d'une offre de métier pour essayer de rentrer dans une case. On est plutôt dans une démarche qui consiste à identifier ce qui constitue sa propre valeur ajoutée, son plus, et de voir comment on peut le réaliser, le mettre en œuvre. Alors évidemment, ça pose, on vient de voir ici, un certain nombre d'éléments qui différencie cette façon d'aborder la motivation par rapport aux approches, on va dire, plus traditionnelles. Ce qui est certain, c'est que si on s'intéresse, le CISEM s'intéresse uniquement aux motivations de type intrinsèque. De nombreuses approches s'intéressent à la motivation, mais sans faire la distinction entre les motivations intrinsèques et les motivations de type extrinsèque. Le CISEM, lui, s'intéresse uniquement à cette partie-là de nos motivations, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes et nous donne envie de nous lever le matin. Un deuxième aspect, je pense, qui est important, c'est qu'on part du vécu de la personne. L'accompagnement est centré de telle manière à ce que le coach s'appuie sur l'expérience du client. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans des situations, il va créer des situations dans lesquelles le client va pouvoir contacter ses moteurs, c'est-à-dire d'en faire l'expérience, notamment sur le plan émotionnel. Dans une démarche CISEM, certes, on fait travailler sa tête, on réfléchit, mais surtout on se connecte à ses émotions. Parce que les émotions sont le meilleur vecteur, le meilleur moyen de reconnaître nos moteurs. Et donc, du coup, en partant du vécu de la personne, le client va construire lui-même son profil de motivation, c'est-à-dire identifier ses principaux moteurs, sa stratégie, son profil de motivation, de telle manière à pouvoir en déduire les conditions qui favorisent son épanouissement d'une manière générale dans sa vie et notamment au travail. Donc on n'est pas dans une démarche de typologie. Je trouve que les typologies sont très intéressantes à partir du moment où elles ne sont pas enfermantes. Et là, à l'inverse, on va partir d'un présupposé différent, c'est que la personne va trouver elle-même, finalement, comment ça fonctionne dans son cas, quand ça fonctionne. Et donc, du coup, c'est vraiment une approche qui est centrée sur les ressources. J'ajoute, c'est une méthode aussi qui est ouverte parce que la méthode, elle est construite d'une certaine manière à pouvoir être adaptée aux différents publics. Et on voit bien aujourd'hui dans le développement du CISEM que nos conseillers vont l'utiliser auprès d'un public extrêmement varié. Ça peut s'adresser à des lycéens ou à des étudiants qui sont à la recherche de leur orientation, tout comme ça peut s'adresser à un public de personnes qui s'apprêtent à partir à la retraite et qui, avant d'ouvrir cette nouvelle page, veulent savoir comment ils vont trouver d'autres occasions de s'épanouir dans cette nouvelle tranche de vie. Ça peut être un bilan de carrière au milieu de vie, bien évidemment, mais ça peut être aussi une démarche qu'on mène dans le cadre d'une insertion professionnelle. On voit des conseillers qui utilisent le CISEM auprès de travailleurs handicapés. Je pense en particulier à certains d'entre vous qui l'utilisaient auprès d'autistes, mais aussi dans le milieu carcéral, dans le milieu de la santé, l'éducation. Je pense notamment aux coachs qui l'utilisent auprès d'étudiants, ou d'une manière plus large, je pense aussi à ceux qui l'utilisent dans le cadre de l'accompagnement au service civique. On voit bien, en l'occurrence, que nous sommes dans un système qui permet aux conseillers d'adapter les protocoles en fonction du public, de la problématique et du territoire parfois sur lequel ils opèrent. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de l'aborder de cette manière-là, plutôt que d'avoir une méthode qui enferme un peu à partir de documents formatés, de quoi on ne peut pas sortir, voire même uniquement limité à un questionnaire, qui sans doute est intéressant, mais qui limite à la fois l'accès et puis les possibilités. Donc le CISEM, je pense qu'on peut considérer que c'est là-dessus principalement qui marque sa différence.
Et ce que nos clients nous disent le plus souvent, justement, que c'est une approche qui est simple. Pourquoi? Parce que les concepts auxquels ils font appel sont assez faciles, c'est assez facile de les comprendre, puisqu'on se branche sur son vécu, sur ses émotions. Donc, du coup, ça permet d'accéder, en tout cas, ça permet à un grand nombre de personnes d'y accéder sans avoir forcément une grande connaissance de soi. On l'a vu tout à l'heure, c'est très centré sur les ressources. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre d'identifier nos moteurs, c'est justement les situations dans lesquelles on les active. Autrement dit, on est dans une démarche où on essaie de comprendre comment ça marche, quand ça marche. Et ça, c'est très dynamisant. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne dans ce processus-là, très vite, elle prend plaisir à comprendre comment ça marche pour elle, plutôt que d'une approche qui serait centrée sur ses compétences, uniquement sur ses compétences ou traits de personnalité et dans lesquels on essaierait d'améliorer des manques ou de combler comment dirais-je, des difficultés d'une certaine, ou de régler des difficultés. Donc, étant centré sur les ressources, ça a ce côté plus dynamique, plus vivant, on va dire. Et de ce fait, ça suscite une appropriation plus rapide du client dans la compréhension de ses propres moteurs. J'ajoute que c'est très connecté aux préoccupations du moment. En tout cas, on se rend bien compte aujourd'hui que l'approche par les compétences montre ses limites, en particulier dans le champ de l'orientation, puisque si nous procédons de cette manière-là, ça va être assez compliqué, si nous faisons appel uniquement aux compétences, ça va être assez compliqué de mener un bilan de motivation, et enfin de mener un bilan qui permet de dégager des pistes d'orientation, puisque la plupart des métiers qu'on exercera dans 5 ou dans 10 ans n'existent pas encore. Donc c'est très difficile de connaître évidemment les compétences dont on aura besoin. En revanche, c'est beaucoup plus facile de comprendre quels sont nos moteurs, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour s'épanouir dans ce qu'on fait, pour prendre du plaisir et donner du sens à ce qu'on fait, et de choisir du coup, dans la gamme des activités existantes et à venir, celles qui vont nous permettre justement de nous épanouir et de réaliser notre potentiel. Donc de ce fait, on voit bien l'intérêt que ça présente. J'ai ici d'ailleurs sous les yeux, et vous avez accès aussi, donc les résultats d'une étude qui a été menée il y a pratiquement 5 ans de cela, étude de Bodzone Project et en liaison avec BNP Paribas, auprès d'un public de jeunes âgés à l'époque de 15 à 20 ans. Donc autrement dit, on parle de la génération Z, en l'occurrence l'échantillon 3200 Français, toutes de différentes origines sociales, géographiques et niveaux d'études différents. Et cette étude a mis en évidence que la relation au travail avait profondément changé au cours des dernières années et que ces jeunes manifestent aujourd'hui des attentes, en tout cas ont des attentes par rapport à leur vie professionnelle que vous avez sous les yeux. Alors l'argent constitue encore un levier de motivation important, mais l'argent plutôt dans le sens de le dépenser tout de suite. On est moins dans la dimension de l'argent pour le mettre de côté en prévision de difficultés ou pour épargner. On est plus dans le plaisir d'avoir de l'argent pour le dépenser tout de suite. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les 3 critères qui suivent. C'est-à-dire, ce que j'attends de mon travail, c'est la possibilité de m'amuser. Alors, c'est assez étonnant de voir accoler le mot amusement. Il y a des personnes que ça surprend beaucoup de voir accoler le mot amusement au mot travail, comme si c'était un peu incompatible. Et ben, pas du tout dans l'esprit de ces jeunes pour qui le travail doit être une source d'amusement. Alors, en fait, on peut comprendre ça, c'est-à-dire chacun, d'une certaine manière, le vit à sa façon. Quand on parle d'amusement, c'est les situations où je me prends au jeu, c'est-à-dire que les situations dans lesquelles je fais mon travail ou je m'adonne à cette activité comme si c'était un jeu. Et il y a de nombreuses activités, vous pouvez le vérifier notamment dans vos hobbies ou peut-être dans vos passions, où ça devient amusant. Vous vous prenez au jeu de telle manière que d'ailleurs vous ne voyez pas le temps passer. Le deuxième critère, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que ça procède de l'idée selon lequel le travail doit être une source de bien-être, de réalisation de son potentiel. L'idée de l'épanouissement est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, et comme si j'avais cette possibilité de grandir, de me réaliser, d'exprimer qui je suis.
Et enfin, très intéressant également, ce que cette étude a mis en évidence, c'est un engagement éthique, c'est-à-dire donner du sens à ce que nous faisons. C'est-à-dire que de moins en moins de personnes sont prêtes à s'engager dans des activités qui soit n'ont pas de sens, soit au contraire, enfin, sont contraires à des valeurs importantes pour soi. Et c'est là qu'on se rend compte, en tout cas, moi, quand j'ai vu les résultats de cette étude, j'étais vraiment surpris parce que je me suis dit, on est passé à une nouvelle époque. Je me souviens quand j'ai été ado, je crois que j'aurais jamais répondu à cette question de cette manière-là parce que c'était pas à l'époque à propos. Hein, l'idée de l'amusement dans son travail, de l'épanouissement, voire de l'engagement éthique, c'était pas du tout à propos. On travaillait, le travail pouvait être une fin en soi, ça pouvait être aussi un moyen de promotion sociale, un moyen de gagner de l'argent, mais c'est certainement pas, ne comportait pas ces dimensions. Et je trouve que c'est plutôt réjouissant qu'on s'oriente vers une société dans laquelle les gens prennent plaisir à travailler, dans laquelle ils peuvent s'épanouir dans leur activité. Ce que ces jeunes nous disent, en fait, on commence à le vérifier aussi largement auprès comment dire, des générations un petit peu plus âgées. Hein. La génération Y, par exemple, et même d'une manière générale, parfois des personnes qui sont plus âgées et plus avancées dans leur carrière, notamment au milieu de carrière, qui viennent avec l'idée d'ouvrir une nouvelle page de vie ayant le plus souvent atteint des objectifs sur le plan de la rémunération, du statut, etc., et que cette nouvelle page de vie soit davantage épanouissante. Et donc, il me semble qu'on est vraiment au cœur des préoccupations et qu'on peut apporter une réponse intéressante pour ceux qui sont à la recherche justement de l'épanouissement au travail et d'une manière générale de l'implication. On voit bien d'ailleurs le lien qu'il est possible de faire entre l'implication et l'épanouissement. L'implication, c'est mettre cette part de soi dans ce qu'on fait, ce supplément d'âme, et du coup, forcément, se sentir concerné par ce qu'on fait, essayer de s'améliorer en permanence, va déboucher, a fortiori, sur davantage de compétences et de performances. Et donc, pour une entreprise, c'est un véritable enjeu aujourd'hui hein, que d'avoir des collaborateurs qui sont davantage impliqués dans leur travail. On mesure souvent, il y a des études qui mesurent un peu le taux de désengagement, je pense notamment au sondage Gallup, mais pas seulement, hein, qui manifeste qu'un certain nombre de personnes se considèrent non engagées, non impliquées dans leur travail, et même certaines totalement désengagées. Et donc, je trouve que c'est quand même dommage pour une entreprise de considérer qu'une partie de ses collaborateurs, finalement, ne se sont pas réellement concernés ni engagés dans ce qu'elles font, parce que ça se mesure en termes de coûts, et le client s'en aperçoit. À l'inverse, hein, l'implication est vraiment synonyme, je crois, à la fois de performance, de compétences, mais aussi d'épanouissement. Enfin, on est dans une démarche qui est vraiment gagnant-gagnant. Alors, on peut envisager, je regarde un petit peu le temps, là, je crois qu'on est dans les délais, les différentes applications possibles hein, de cette approche par les motivations, et notamment par les motivations intrinsèques. On voit bien ici, dans le champ de l'orientation, la possibilité d'élaborer son projet, que ce soit son projet d'orientation scolaire pour un jeune, mais aussi son projet d'orientation professionnelle pour quelqu'un qui est un tout petit peu plus avancé, à partir de ses motivations. C'est-à-dire mettre au cœur de l'orientation l'idée de l'épanouissement. Et le fait d'alimenter ces moteurs, on l'a vu tout à l'heure, va nous donner une large palette d'activités possibles qui actionnent des motivations, qui font appel à des compétences différentes. Je pense en particulier, à titre d'exemple, d'un monsieur que j'avais accompagné il y a une dizaine d'années et qui était moniteur de voile depuis plus de 30 ans sur un plan d'eau de la région et qui, arrivant à 58 ans, pratiquement à la fin de sa carrière, souhaitait réorienter son parcours professionnel. Et grâce à l'approche du sixième, c'est-à-dire la réflexion sur ses moteurs, il a pu se réorienter vers un métier qui, a priori, n'avait rien à voir avec le métier qu'il pratiquait jusqu'à présent, c'est-à-dire moniteur de voile. Il s'est orienté vers le métier de diagnostiqueur immobilier. Ça paraît très étonnant, mais en réalité, lui, il voyait un lien, c'est-à-dire que la possibilité dans ce nouveau métier d'activer les mêmes moteurs. En l'occurrence, de mémoire, c'était les moteurs conquérir, explorer et accompagner.
Si je prends à l'inverse des métiers qui appliquent, qui font appel aux mêmes compétences, ne font pas toujours appel aux mêmes motivations. Si on prend le métier de médecin, il y a une vraie différence entre le médecin de campagne, le médecin spécialiste, le médecin légiste, le médecin urgentiste, le médecin dans l'humanitaire, les médecins du travail. En fait, c'est le même socle de compétences, mais des motivations différentes. Et donc, une réflexion sur les motivations va permettre quand même d'affiner son projet d'orientation. La mobilité professionnelle, on en a parlé. On peut parler également de recrutement, c'est-à-dire comment on peut identifier les candidats qui vont être heureux dans le poste, donc pour lequel la fonction sera une source d'épanouissement. Je pense également à toute cette tranche d'activité ou d'accompagnement qui s'adresse aux managers ou toutes personnes qui doivent manager un business et des relations, et dans le champ du leadership, c'est-à-dire comment développer son pouvoir d'influence. Autrement dit, le type de mission et la façon dont je vais manifester, d'une certaine manière, ma puissance. Ça repose sur l'idée comment faire vibrer les autres si on ne vibre pas soi-même. Et donc, dans l'accompagnement d'un manager, la découverte de ces moteurs va donner des indications très intéressantes sur la façon dont il s'y prend pour manager ses équipes, ses relations, son business, d'identifier les missions qui correspondent le mieux à son style de leadership et surtout de s'entourer d'une équipe qui va à la fois soutenir son projet, mais également pouvoir se réaliser, dont chacun des membres va pouvoir se réaliser dans le projet commun. C'est l'idée selon laquelle, ou le principe selon laquelle, pour réussir, entourez-vous de gens qui aiment faire ce que vous n'aimez pas faire. Et l'approche par les motivations permet du coup d'obtenir ce résultat. Donc on voit bien des applications multiples, et toutes ne sont pas listées ici, ça n'est pas une liste exhaustive puisque de nombreux conseillers utilisent le CISEM dans des champs nouveaux. Je pensais tout à l'heure, je parlais de la santé, de l'éducation, du handicap, etc. Alors, comment se former? Pour ceux qui sont intéressés par la démarche, en fait, notre offre de formation est construite autour d'une logique. Vous voyez ici les ressorts de l'implication qui sont le socle commun qui permet d'obtenir la maîtrise du modèle, qui comporte donc son bâti en 3 jours, 2 jours de formation en salle, et puis une journée de certification, conduire un bilan de motivation après avoir pratiqué. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez approfondir vos connaissances et vos compétences pour développer l'approche dans différentes directions, par exemple dans le champ de l'orientation scolaire et professionnelle, dans le domaine du leadership, du management et de la construction d'équipe, dans le champ du développement personnel, on va dire de l'efficacité professionnelle au sens large, mais également dans le domaine du recrutement. Ce qui fait que du coup, nos parcours sont assez modulables. Vous pouvez ici, vous avez sous les yeux les différents parcours proposés. Les ressorts de l'implication en haut à gauche étant, j'allais dire, le module minimum commun, à quoi vous ajoutez donc la journée de certification, conduire un bilan de motivation et qui vous donne le titre de technicien 6e. C'est un peu, j'allais dire, les outils de base pour pouvoir couvrir un grand nombre de situations. Si vous ajoutez à ça un module d'approfondissement, alors vous pouvez du coup vous prévaloir du titre de praticien 6e. Et vous avez sous les yeux les 4 modules d'approfondissement dans la partie basse de la page. Enfin, si vous voulez être coach 6e, alors à ce moment-là, vous ajoutez, vous suivez l'ensemble des modules d'approfondissement et à ça, vous ajoutez de la supervision. Voilà. Donc, je regarde l'heure, je pense qu'il est 48 à 3 minutes près. Je suis dans le timing. Forcément, c'est un peu rapide, j'en conviens. J'espère en tout cas que cette présentation est claire. Et je vous propose peut-être maintenant de passer aux questions, tout simplement. D'accord, ah oui, c'est marrant. Peut-être jeter un petit coup d'œil sur l'enquête. Alors, quelle place accordez-vous à la motivation? J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de réponse de Quentin. Ah bon, donc, du coup, vous allez pouvoir répondre maintenant, si vous le souhaitez, du coup. Si vous avez les questions qui sont sous les yeux. Quelle place accordez-vous à la motivation dans vos pratiques de coach et de manager? Deuxième question, avez-vous déjà conduit un bilan de motivation? Troisième question, estimez-vous, là il y a une erreur, une faute de frappe, estimez-vous que la motivation peut être source de bien-être au travail? Et enfin, êtes-vous d'accord avec l'affirmation, pour réussir dans un métier, il est préférable d'aimer, alors il y a deux fautes là, il est préférable d'aimer ce que l'on fait. Voilà, pardon de cette coquille.
Et du coup, je pense qu'on peut peut-être passer aux autres questions ou aux remarques qui répondent à ça déjà, peut-être. La boîte de questions a été activée, la fiche a été activée. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques, enfin, en tout cas, réagissent un petit peu à cette présentation, le thème de la motivation intrinsèque? J'ai plus les... Ah oui, d'accord, voilà. Ah, comment on peut poser les questions? Je pense qu'on peut poser les questions par chat, hein. Donc, du coup, dans la partie basse, normalement, de votre écran, vous avez tapé votre message, hein. Ça peut être les questions, les réactions, les suggestions, enfin tout ce qui alimente un peu le débat. Il n'y a pas de questions apparemment. On regarde. Alors. Ah bah ils écrivent en ce moment, d'accord. Ok. Voilà. Donc je pense que On regarde de l'évolution des métiers et des compétences, l'impact de l'intelligence, ne devrait-on pas centrer sur la motivation que sur les compétences? C'est ça. J'ai Catherine qui intervient, elle a réagi. Au regard de l'évolution des métiers et des compétences, l'impact de l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est vrai, ne devrait-on pas se centrer davantage sur les motivations que sur les compétences? Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Catherine. Il me semble. Hein. Alors, je crois que donc Isabelle, c'est parfaitement clair. C'est une bonne piqûre de rappel là pour Isabelle. Alors, je n'ai pas accès au clavier pour répondre aux questions ouvertes. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, du coup? Existe-t-il un test CISEM? Ah oui, ça c'est intéressant. Il s'agit-il surtout d'une modalité de questionnement pour faire émerger le profil de nos clients? Effectivement, il y a bien un questionnaire en ligne, en l'occurrence. Donc, la méthode prévoit le recours à un questionnaire. Mais le questionnaire est un élément de la procédure. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement va être mené de la façon suivante. Dans un premier temps, partir du vécu du client, le mettre dans des situations qui lui permettent de connecter ses moteurs et de les reconnaître de façon à pouvoir intuitivement établir une première hiérarchie de ces moteurs. La deuxième étape est un classement un petit peu plus comparatif, analytique, hein, qui fait davantage appel à l'esprit rationnel, qui donne une deuxième hiérarchie, un deuxième classement des moteurs. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va prendre connaissance du questionnaire en ligne, et donc des résultats du questionnaire. Et ce qui est très intéressant, justement, avec le questionnaire, c'est que dans certains cas, il y a deux cas de figure. Soit le questionnaire confirme la hiérarchie, le classement intuitif que le client a établi et son classement comparatif. Et dans ce cas-là, c'est une forte présomption, c'est quasiment la preuve que sa hiérarchie de moteur est la bonne. Et c'est à partir de quoi on va pouvoir identifier les talents. Ou au contraire, il confronte. Et dans ce cas-là, le plus souvent, il permet de révéler des motivations de type extrinsèque. C'est-à-dire que la personne, quand elle a répondu, elle s'est projetée soit dans l'univers professionnel, soit elle a répondu sur la base de ses compétences. Mais c'est ça qui est intéressant et toute la finesse du coaching et du coach, justement, ça va être d'aider le client à prendre conscience qu'en réalité, il a fonctionné sur un mode qui n'est pas forcément celui de ses moteurs. Et donc, du coup, effectivement, il y a un questionnaire qui prend sa place dans l'accompagnement. Alors, je regarde encore, il y a plusieurs questions. Là, manifestement, il y a... Alors, existe-t-il... question, j'ai répondu, existe-t-il un test, donc un questionnaire? Le talent est le produit de deux moteurs dans le modèle. Exactement.
C'est-à-dire qu'un talent, c'est la conjugaison de deux moteurs. Quand vous alimentez simultanément deux moteurs, on va considérer que vous avez la possibilité d'actionner, d'activer, on va dire, un talent. Un talent étant soit manifesté, soit latent, potentiel. Mais ça vaut le coup de s'engager là-dedans pour s'améliorer dans ce type de talent. Ça a à voir quand même avec l'identité. C'est ce qui caractérise ma façon d'être. Effectivement. Et donc, ça met assez facilement le doigt sur le potentiel et d'une certaine manière, un peu la raison d'être de la personne. On est proche, j'allais dire, de la mission de vie. Alors, les moteurs évoluent-ils avec le temps ou si l'on a des changements importants dans sa vie, dans un monde qui change beaucoup? C'est une question très intéressante, ça. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forme de stabilité dans les moteurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se mettent en place et on en fait l'expérience progressivement. Premier moteur, souvent dans la petite enfance, puis ensuite au début de l'adolescence, le deuxième moteur. Le début de l'âge adulte, le troisième moteur commence à se mettre en place. Donc la personne fait l'expérience réussie, a du plaisir à alimenter ce moteur. Au milieu de vie, le quatrième moteur souvent apparaît, ce qui donne l'impression d'ailleurs que le profil de motivation a changé. Et tout le sens du développement de la personne, c'est de faire l'expérience réussie de chacun de ces 6 moteurs. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est relativement stable, même si ça évolue, c'est-à-dire que la personne s'enrichit de ces dimensions nouvelles. Il y a des cas où la hiérarchie des moteurs peut être un peu, comment dirais-je, changée. C'est dans la situation où la personne a vécu des expériences qui ont chamboulé son système de valeurs. Et dans ce cas-là, du coup, ça peut impacter comment dirais-je, la hiérarchie de ses moteurs. Voilà, donc ça, mais la plupart du temps, c'est stable. Quelle est la durée d'un accompagnement pour l'orientation des jeunes 15-25 avec le CISEM? Alors, l'expérience démontre qu'en entre 4 et 6 heures, on va dire, fractionné souvent en 4 séances de travail. 3 minimum, souvent 4, donc c'est pratiquement des séances d'1 heure et demie qui reposent sur des exercices de connaissance de soi, ludiques, amusants, intéressants et surtout rapides. À partir de quoi on peut, du coup, le jeune peut identifier ses principaux moteurs. Et puis ensuite, la deuxième partie de l'accompagnement est un exercice de projection et surtout d'identification des pistes d'orientation. Donc, on peut dire 4 à 6 heures en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Alors, pourquoi pas 3 et plus 2 suffit-il à clarifier? Alors, dans la pratique, moi j'ai parlé de 2 moteurs. Dans la réalité, Patrick, tu as raison. C'est qu'en fait, on travaille avec les 3 premiers moteurs. J'ai mis beaucoup l'accent sur les 2 premiers moteurs parce que ça donne un peu le cap. C'est-à-dire, c'est ça qui permet de mettre au jour la première activité, c'est-à-dire le talent. Mais dans la pratique, on travaille avec les 3 premiers moteurs, ce qui nous permet de dégager, du coup, d'identifier 3 activités, les deux activités qui soutiennent le talent. Et là, ça donne de la nuance, ça rend plus riche le profil de motivation et ça nous donne des indications aussi très intéressantes sur l'orientation. Donc, en fait, on travaille avec 3 moteurs. C'est juste. Alors, l'Institut Gallup fait apparaître des résultats différents pour les jeunes que les générations précédentes. As-tu constaté cette prise de conscience en entreprise des managers et recruteurs en tenant compte ici, qui en tiennent compte, et quel est ton retour d'expérience? Et donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de plus en plus importante des managers et notamment des ressources humaines sur ces phénomènes générationnels et de l'importance que ce public-là accorde aux motivations. Les managers aussi sont parfois désemparés face au comportement de certains jeunes qui fonctionnent avec des modèles différents et pour qui, justement, la question de l'épanouissement est au cœur de leur engagement. Ce qui se traduit parfois par une forme de désengagement, c'est-à-dire que le jeune ne restera pas dans l'entreprise s'il n'a pas la possibilité de s'y épanouir. Et petit à petit, cette prise de conscience s'opère. La question, c'est comment on fait. Et c'est là que, justement, je pense que c'est intéressant d'avoir des méthodes, des protocoles, des procédures qui permettent d'avoir des réponses opérationnelles à proposer justement aux professionnels, des ressources humaines, sur la façon de gérer les ressources, sur la façon de gérer les parcours, sur la façon aussi d'adapter les pratiques managériales à cette population qui a des attentes différentes de celles de ses prédécesseurs, enfin en tout cas des personnes qui de leurs parents par exemple, ou des gens plus âgés. C'est vrai que c'est une bonne question. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions, il me semble, Quentin.
j'ai l'impression. Hein. Alors, mais il est 12 heures. Donc, du coup, si on veut être au rendez-vous de ce que nous nous sommes fixés, je vous propose qu'on en reste là pour ce matin. Moi, j'étais heureux de partager ce premier webinaire avec vous. C'était une occasion intéressante. J'espère qu'on on fera en sorte qu'il y en ait d'autres. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.